mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte était au cabinet d'instruction ce jeudi. L'ex-chef du gouvernement répondait à l'invitation du juge instructeur Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Alix Junior Gassan. La police nationale se renforce. Une nouvelle cohorte de commissaires vient de sortir. Ces nouveaux hauts gradés ont pour mission d'améliorer la gestion administrative et opérationnelle des commissariats. Les activités sont une nouvelle fois paralysées au niveau des différents bureaux de l'Office d'assurance véhicules contre tiers au AVCT. Des employés réclament le renvoi des membres de la commission chargée de restructurer l'institution. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Accompagné de son avocat, maître Mario Delcy, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a répondu ce jeudi à l'invitation du juge instructeur Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Alix Junior Gassan. Après plus de 2 heures d'audition à sa sortie du palais de justice, maître Mario Delcy a précisé que son client avait pris fonction comme Premier ministre 6 mois après l'assassinat de Alix Junior Gassan. Selon maître Delcy, l'ancien chef du gouvernement, Laurent Salvador Lamotte, n'est pas impliqué dans le détournement des fonds du programme Petro-Caribé. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Paul Léel. C'est Laurent Lamotte souriant qui a quitté le bureau du juge Jean-Wilner Morin ce jeudi. L'ancien Premier ministre a répondu aux questions du magistrat instructeur à titre de témoin sur le mobile de l'assassinat le 24 février 2012 du citoyen Alix Marie Junior Gassan. Sur le visage de l'ex-patron de la primature, comme dans la voix de son avocat Mario Delcy, on lit que l'audition s'est bien déroulée. C'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, le juge a le droit de décider pour demander est-ce que il connaît certaines informations. Et lui-même, il vient là, il répond à toutes questions que il a posées et nous capables là, les sorties c'est aller que nous aller. L'instruction est secrète et fort de cette affirmation, maître Delcy n'a pas voulu en dire long. Mais il aurait été toutefois difficile pour l'avocat de Laurent Lamotte d'esquiver une question portant sur le caractère connexe de ce dossier d'assassinat et celui du détournement des fonds Petro-Caribé. Nous par contre on a fait Petro-Caribé que n'a pas là, nous même Laurent Lamotte, lui commencé à gérer fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça il doit être clair et nous apprenons que monde qui mourir, il va mourir depuis le mois de février. En répondant aux questions du magistrat instructeur Jean-Wilner Morin ce 5 avril, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte vient allonger la liste des anciens et actuels hauts fonctionnaires de l'État auditionnés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du jeune Alix Marie Junior Gassan il y a 6 ans. On pense notamment aux anciens premiers ministres Gary Conille et Jean-Max Bellerive, à l'actuel président de la Chambre des députés Gary Boudot, ainsi qu'à l'ex-directeur général du Centre national des équipements et ancien candidat à la présidence, Jude Célestin. Une semaine après le lancement de l'opération Bras croisés, les activités n'ont toujours pas repris au niveau des différents bureaux de l'OAVCT.
À Port-au-Prince, comme dans des villes de province, les employés exigent le départ de Wolf Dubik à la tête de la commission chargée de restructurer cette institution. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et de Paul Léel. À l'annexe de l'OAVCT à l'avenue Charles Sommer, il suffit de jeter un coup d'œil sur une partie de la clôture principale pour comprendre que plus rien ne fonctionne. En effet, l'opération Bras croisés, lancée depuis une semaine par le corps syndical, se poursuit. Il est 11h ce 5 avril. Sur la cour de l'institution, les employés échangent des blagues. À l'intérieur, les bureaux sont vides. Pas question de reprendre l'activité tant que Rolf Dubik continuera de présider le comité de gestion. Nous avons dit depuis jeudi dernier que Dubik n'a pas d'autorité en décision encore. Nous avons dit toute décision qu'il prend, elle est nulle et elle n'a pas d'avenir. Tout a commencé le 27 mars dernier. Une note circulaire adressée au personnel a déclenché les hostilités. Ce qui, pour le comité de gestion à l'Office d'assurance véhicules contre tiers, était censé être une simple mise à jour des dossiers, est perçu par le corps syndical comme un affront. L'air exaspéré, Rudy Saint-Just revient sur la teneur de la note. L'histoire de son circulaire qui dit, pour nous porter CV, lettre de référence obligatoire, à l'aide de recommandations obligatoires. Nous n'avons pas le CV. Nous devons dire dans mission de restructuration pour évaluer le personnel, là, pour compte personnel ou mettre le dossier à jour, il faut pour CV. Mais là, il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, 8 ans dans le job, au moins des lettres de référence obligatoires pour demander dans le job là, au moins des lettres de recommandation obligatoires, ça, on va cacher d'elle. La thèse de la mise à jour des dossiers évoqués par les responsables de l'OAVCT pour motiver leur décision d'exiger que les employés fournissent certains documents pour justifier leur métier en poste est ainsi rejetée par les concernés. Bien loin d'une mesure administrative, cette démarche s'inscrit dans le cadre du processus visant à privatiser l'OAVCT, affirme le porte-parole du corps syndical. Un acte qui serait inopportun, estime Rudy Saint-Just, qui brandit comme argument la bonne santé financière de l'institution. Je dis à la, nous avons 15% de recettes nous avons une trésor public. Je dis à la, l'enfin paye, nous avons passé plus que 33 millions de gouttes qui étaient dans la réserve. Nous, on ne peut pas dire si c'est en faillite. Ça t'a semblé qui ça? Les Judes, Patrick Salomon Zil, dans le Parlement hier, c'est pour faire tout emploi honnête, négocier des privatisations. D'une crise à l'autre, une nouvelle fois, le torchon brûle entre le comité de gestion à l'OAVCT et les employés de l'institution représentés par le corps syndical. Parallèlement, il est difficile d'obtenir une réaction auprès des responsables de l'office. Et alors que les dirigeants se réfugient dans le mutisme, les employés multiplient accusations et les dénonciations. Lorsqu'il s'agit de défendre l'existence de l'OAVCT, donc de leur gagne-pain, ces derniers disent ne pas vouloir lâcher du lest. La 8e édition du Sommet international sur la finance débute ce 9 avril à Port-au-Prince. Le groupe Croissance a choisi de mettre le projecteur sur l'agriculture cette année. Durant 6 jours, les débats porteront sur la manière de renforcer ce secteur en Haïti afin de mieux gérer la balance commerciale du pays. Selon le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, Haïti doit pouvoir compter sur son agriculture et pour cela, il faut qu'il y ait des investissements conséquents. Chaque année, nous comptons, et l'année ça, c'est agribusiness que nous ciblons, pour la simple bonne raison que nous connaissons que la population accroît de manière considérable et au lieu que nous produisons manger pour eux-mêmes, c'est important d'importer. Débat de dollarisation, entrer là-dedans tout. Aujourd'hui, on a importé pour près de 5 milliards de dollars américains de produits en général et nous avons rapproché de près de 1 milliard de dollars américains de produits alimentaires. Le produit n'a pas fait la caille, mais nous avons importé. Donc, si nous sommes capables de favoriser le financement dans le secteur, ça, moderniser lui, donc comment réduire les importations alimentaires de ce pays et pourquoi pas produire beaucoup plus pour nous vendre, pour nous capables d'augmenter les exportations également. Mercredi, c'est pour la finance publique, le ministère de l'économie et des finances qui avait dans ce message, nous avons les Nations Unies également, le PNUD, qui va montrer nous ODD, Objectif de développement durable. Le financement international n'a pas d'intention, bonne COP pour 2030, c'est nous pour gonfler pour être nous travail, mobiliser les ressources locales, parce que l'assistance internationale a diminué comme nous l'avons déjà en budget. Jeudi, c'est pour la journée du système bancaire, côté que le gouverneur Banque centrale là, toujours prononce un gros discours pour montrer politique monétaire actuelle là, cash management là, et les perspectives, parce que nous avons mi-temps l'exercice fiscal là les 6 prochains mois. Donc nous faisons finance municipale là, d'abord le mercredi, pardon, et le jeudi nous faisons politique monétaire là.
Et vendredi, dans Caribéa, nous avons une assurance récolte, assurance agricole qui va présenter nous exactement comment la situation est. Là, un secteur qui est tellement risqué, lorsqu'on parle d'agriculture, et comme nous connaissons le changement climatique a posé un pile problème pour les pays de la Caraïbe, dernière réunion Caraïbe, comme nous avons dit ça clairement, et pour nous capables de mettre un support à monde qui capte du COP en récolte. Une nouvelle cohorte de commissaires vient renforcer la police nationale d'Haïti. Ils sont au total 72 ayant reçu leur diplôme ce jeudi et ont pour mission d'améliorer la gestion administrative et opérationnelle au niveau des commissariats. La cérémonie de sortie s'est déroulée à l'École nationale de police en présence notamment du Premier ministre, des présidents des 2 chambres et de membres du corps diplomatique. Nos collaborateurs, Luxon Saint-Ville et Elsie Dieu-Lassin, étaient sur place. Suivez leur reportage. Ils sont sortis après 9 mois de formation. Durant cette période, ces nouveaux commissaires ont suivi au total 11 modules qui s'accentuaient notamment sur l'éthique, la gestion administrative et les ressources humaines, la communication, le droit et le leadership. À en croire Francine Moreau, tout effort de professionnalisation de la PNH ne peut aboutir aux résultats escomptés sans le renforcement des institutions de formation. Le commissaire divisionnaire dit attendre les effets bénéfiques de cette formation. Vous devez vous appliquer à servir de mieux en mieux la population de qui vous tirez votre raison d'être. Vous devez comprendre que vous n'existez pas, vous n'existez que par cette population et pour cette population. Les nouveaux commissaires qui se disent prêts à accompagner les politiques publiques sont appelés à prendre la loi comme boussole. La PNH est en mode progression et se renforce, déclare le directeur général de l'institution. Michel-Ange Gédéon promet de suivre de très près cette promotion. Vous êtes passé par la grande porte avec un bagage intellectuel adéquat, des compétences professionnelles avérées. Aujourd'hui, avec une approche qui s'inspire des grands principes de leadership et de gestion, vous devez changer de réflexe et de paradigme pour devenir l'exemple que vous prêchez, car la parole enseigne, mais l'exemple entraîne. La sortie de cette 5e cohorte de commissaires s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation de la police, l'objectif principal du plan de développement 2017-2021. Vous n'aurez pas droit à l'erreur, avertit Jack-Guy Lafontaine, les invitant à mettre l'accent sur la gestion de l'ordre public et de l'état de droit. La mission première de la police est de protéger sa population, d'être à son service. La notion de sécurité est primordiale. Il n'y a pas de liberté, de fraternité ou d'égalité s'il n'y a pas de sécurité. Pour l'ambassadeur du Canada en Haïti, c'est un événement important dans le processus de renforcement de la capacité opérationnelle, pédagogique et administrative de l'institution policière. André Frenette renouvelle l'engagement de son pays à continuer à appuyer Haïti dans le domaine de la sécurité. Notre présence ensemble à cet événement reflète l'expression de la volonté d'Haïti et du Canada de maintenir et de renforcer notre collaboration et notre partenariat dans le domaine de la sécurité. Ce partenariat permet de produire des résultats durables. Ces 72 nouveaux commissaires diplômés viennent allonger la liste des membres du corps de conception et de direction de la police haïtienne. Ouverture ce jeudi d'un atelier d'échange autour des mécanismes d'application concrète du quota constitutionnel dans les instances décisionnelles. Une initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Berno Augusma. Sur demande de plusieurs organisations de femmes, un atelier de réflexion s'est tenu ce jeudi à l'initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Objectif, discuter des stratégies à mettre en place en vue d'encourager plus de femmes à intégrer les espaces de décision.
Seulement 4 législatrices siègent au Parlement, n'a de cesse de déplorer la directrice de programme de l'IDEA. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue est bien consciente que des efforts méritent d'être accomplis à ce niveau. Le regarder, c'est seul l'espace côté loi à voter, contrôle de l'État, fait que mesdames yo pas là, alors que par ailleurs, dans tout champ de responsabilité, mesdames yo toujours là. Donc, quelle stratégie pour Haïti pour une application du quota pour que gagne au moins 30% de femmes. 30% de femmes, un quota qui est respecté au Parlement dans des pays du Sud et aussi en Afrique par exemple. Si certains États ont trouvé les mécanismes pour y parvenir, pourquoi pas Haïti, se demande la responsable. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue reste toutefois optimiste. Je nie que ce soit le Sénégal, le Kenya, la Bolivie, le Nicaragua, parce que tout pays ça a passé dans la même situation avec nous. Alors que gain là-dedans, côté mesdames, pas même tant qu'Haïti, assumer tant que nous-mêmes, il y a possibilité, on va dire. Assumer responsabilités économiques, sociales. Les mécanismes et les stratégies trouvées par les organisations de femmes à cet atelier de réflexion seront partagés avec des partis politiques, des structures concernées, ainsi qu'avec des acteurs impliqués. Ce soir, nous recevons dans nos studios M. William Savary, qui est membre fondateur du Haitian Stock Exchange. Nous allons aborder quelques sujets d'actualité qui intéressent le monde et qui nous intéressent aussi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la guerre commerciale que la Chine et les États-Unis sont en train de se livrer. M. Trump a lancé les hostilités en imposant 25% de taxes sur des produits où les Chinois sont dominants, l'acier et l'aluminium, le fer et l'aluminium, et la Chine a répliqué en taxant 128 produits américains. Alors, cette guerre commerciale, je ne vais pas vous demander comment elle va se terminer parce que personne ne le sait, mais qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça représente pour le monde? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Bon, premièrement, il faut qu'on se mette d'accord que ceci, c'est une des tactiques de M. Trump pour vraiment entamer la négociation. D'abord, il éclate tout, et pour faire tabula rasa, et puis il recommence. Ça, c'est la première chose. Ça. Donc, il met la barre extrêmement haut en disant on va se retrouver à mi-chemin. À mi-chemin quelque part. Après négociation. Ensuite, il faut aussi mentionner, il faut qu'on se mette d'accord également que M. Trump est entouré de gens qui sont plutôt des protectionnistes. Et ce sont des gens, et les protectionnistes en général croient que s'ils protègent, si avec les tarifs, ils peuvent parvenir à augmenter la production nationale, créer des emplois et bien sûr créer la prospérité chez eux. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, la situation entre M. Trump et la Chine, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des négociations qui ont été entamées il y a bien longtemps, particulièrement avec l'intégration de la Chine dans l'Association internationale du commerce, dans l'espoir que l'économie du marché allait prendre le pas sur le système communiste établi en Chine. Mais malheureusement, ce que ça a donné, ça a permis à des investisseurs américains de partir en Chine, d'investir beaucoup, de créer des produits en Chine qui maintenant, aujourd'hui, se retrouvent sur le marché américain. Donc, c'est ce que nous avons. Voilà. Produire en Chine à cause de la main-d'œuvre, très bon marché. Produire en Chine à cause de la main-d'œuvre, très bon marché. Et maintenant, ceci, il faut dire que ça a rempli un rôle, ça a eu un rôle à double fonction. Le rôle à double fonction, c'est quoi? D'un côté, les produits fabriqués en Chine avec la main-d'œuvre chinoise à bon marché, transportés aux États-Unis pour le marché américain, a permis aux États-Unis d'avoir un taux d'inflation très bas chez eux. Parce que le taux d'inflation aux États-Unis est déterminé par le coût du travail. L'un des coûts. C'est ça. Donc, ce qui a permis un taux d'inflation très bas aux États-Unis et permis la création de la prospérité et le maintien du standard de vie américain basé, un standard de vie élevé basé sur les revenus disponibles aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que finalement
ce quasi-coup de poker que M. Trump a fait en s'attaquant frontalement à la Chine comme ça, est-ce que ce n'est pas dû finalement au déséquilibre qui existe aujourd'hui entre la balance commerciale américaine comparée à la balance commerciale de la Chine? Les Américains sont perdants sur toute la ligne jusqu'à maintenant. Bon, les Américains sont perdants sur toute la ligne si on vraiment regarde les flux de produits. Soit regarder par exemple quantité de produits qui sortent en Chine qui entrent aux États-Unis. Mais il n'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce que trois cas de production qui fait en Chine, en plus là-dedans, c'est investissement américain. Donc, c'est les Américains quand même qui viennent avec produits, qui viennent vendre. On prend une compagnie comme Levi-Strauss. Abaco pas fait aux États-Unis encore. Tout abaco Levi-Strauss, c'est en Chine fait. Mais ça qui fait aux États-Unis, c'est commercialisation de Levi-Strauss. C'est ça. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ce sont les entreprises américaines qui en bénéficient. Ouais. Donc, c'est vraiment un faux problème. Ce que les États-Unis, ce que Trump recherche, il recherche simplement à ce que le contenu des produits qui sortent de la Chine, qui rentrent aux États-Unis, qu'il y ait une augmentation des composantes américaines dans ces produits-là. C'est ce qu'il a fait avec NAFTA, par exemple. Avec la NAFTA, il a voulu que le contenu des produits qui sortent du Mexique et qui rentrent vers les États-Unis soit une composante américaine qui entre là-dedans. Donc c'est vraiment ça qu'on a négocié là. Parce que les gens pensaient qu'on dit si on est capable d'augmenter le nombre de composantes là ou bien volume de composantes qui entrent dans la production, ça va permettre que y ait un développement qui fait, enfin, pas plutôt un développement, mais ça va créer emploi aux États-Unis, ça va permettre ou diminuer le chômage, ça va permettre de créer la prospérité. Mais qui est important aussi, permettre un taux constant du taux de rendement des entreprises. Parce que, pas oublier que toute entreprise qui a fonctionné, taux de rendement, c'est en fonction de travail qui fait. Donc, plus travail en fait à un coût réduit, plus portion de production qui a de profit est élevée. Donc, si on a la composante qui est entrée dans la production, aux États-Unis, et puis qu'il y a l'aile retourne au vendre plus cher, ou gagner deux fois. Voilà. Mais finalement, nous t'avons parlé avant l'émission a commencé. Est-ce que situation, toute proportion gardée, oui, bien sûr. Est-ce que situation qui existait entre la Chine et les États-Unis, c'est pas plus ou moins la même situation qu'on a vécu aujourd'hui avec la République dominicaine. C'est-à-dire un déséquilibre de la balance commerciale énorme, côté nous importer presque toute bagaille de Dominicanie, alors que nous pas presque exporter rien, et de leur côté. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Bon, une légère différence, parce que ça nous exporter par Dominicanie, c'est la force de travail. Voilà, c'est ça. Et force de travail que nous voyons la caillou, c'est avec lui que vous manufacturez les produits et que vous voyez la caillou. Voilà. Donc, ce qui veut dire, mais situation que vous voyez force de travail vont aller, les travail la caillou, et puis bon, ou bien sûr, il y a des remittances qui viennent, mais produits dominicains qui entrent en Haïti, c'est avec force de travail ouvrier haïtien que le fait. Maintenant, quand il y a l'Elvini, le fait que ou pas capable, ou capitalisation qu'on est capable de faire de force de travail là, ou pas vraiment faire au niveau du bureau des statistiques dans le pays. Ce qui dit, ou pas comparer production qu'on fait avec exportation qu'on fait là. Ouais, soit assumer que production sortie dans force de travail ici. Il faut être capable d'avoir un équilibre entre production, volume de travail qui fait là, et volume d'importation qui fait là. Voilà. Ouais, ça c'est, on est d'accord là-dessus. Maintenant qu'on y a bien qu'on gagne, Liban ont effet qui vraiment opposé à l'effet que les Américains baillent entre la Chine et les États-Unis. Parce que je m'explique. Les produits qui sont faits en Chine, ce sont des produits de consommation. Il y a des produits, ils arrivent aux États-Unis à un coût réduit. Les arrivent aux États-Unis, ils permettent que le taux d'inflation aux États-Unis reste bas, parce que le coût de production est bas. Mais tandis qu'en Dominicanie, leurs produits en Dominicanie, ils viennent sur le marché haïtien, ils fait avec produits travail haïtien qui est dominicani. Mais si tu veux, pour toute proportion gardée, mais c'est quand même sur le territoire dominicain. Production qu'a fait en Chine, il n'y a pas ouvrier américain qui a fait. Maintenant, leurs produits arrivent en Haïti. Les produits arrivent en Haïti, ils vendent. C'est un goût de nous vendre. C'est un goût de dominicain vend nous. Mais le dominicain a un goût dans la main. Il faut le cacher dans le dollar. Ça ne pas faire. Voilà. Laisse ça la banque centrale, là où il est dans le système bancaire. Il dépose goût pour le prendre dollar. Et le prendre dollar. Maintenant, ça vient au Kounia, il cause une pression à la baisse sous goût là.
C'est-à-dire, au lieu que l'État a un taux d'inflation qui réduit, que c'est ça la Chine, l'importation de la Chine aux États-Unis, lui-même, il y a un taux d'inflation qui est à la hausse parce que, à cause de la dévaluation. Mais c'est goût de la capée du valeur. C'est goût de la capée du valeur. Maintenant qu'on est là, où gagner, il faut avoir une réflexion qui est faite autour de cette dynamique pour voir comment que la relation ça capable émietter, si tu veux, ou bien quelle décision prendre pour ralentir la dépréciation de la gourde en vertu du rapport commercial qui existe entre les deux pays. Voilà. Là, son décision, son réflexion stratégique qui peut faire sur le long terme avec des gens qui peuvent le faire. Voilà. Maintenant, pour en revenir à l'origine de ce conflit entre les États-Unis et la Chine, le déséquilibre qui existe entre ces deux pays sur le plan commercial, à ne pas oublier que avec ce déséquilibre, les chiffres, on les a retrouvés avant, c'est 5 millions d'emplois par an qui sont perdus aux États-Unis parce que la force de travail de production chinoise fait que, maintenant, les Chinois également, la dette extérieure américaine, il y a une très grande partie entre les mains des Chinois, c'est-à-dire que la dette extérieure américaine, c'est Chinois qui kembè la pile. Donc, est-ce que finalement, ce coup de poker de Trump, j'en ai dit tout à l'heure, est-ce que justement, c'est pas en un premier temps pour freiner ce déséquilibre, quitte à, en un deuxième temps, inverser la marche de façon à ce que la dette va baisser et que ça va prendre 10 ans, 15 ans, pas qu'on est. Sauf si entre-temps, la Troisième Guerre mondiale qui est pété. Pour nous d'accord, c'est que avant Trump arrivé, tout le monde a marché correct. C'était un équilibre. C'était la paix. Monsieur a vendu ça, monsieur a acheté ça. Donc, Trump venu, au songez en littérature anglaise de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty had sat on the wall and all the king's men, all of the king's horses could not put Humpty Dumpty together again. Eh bien, monsieur venu là, il jetait Humpty Dumpty. L'éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, c'est ça. Maintenant, la question, c'est qui boit, qui parle nouveau niveau d'équilibre. Voilà. Parce que là, son nouveau d'équilibre qu'il a cherché. Il y a pour battre 4 ans. Il y a 4 ans pour battre. Voilà, mais pour nous, battre 4 ans, il faut nous songer que les États-Unis, pour le financer tête, ils émettent des bons sur le marché international. Les bons du Trésor. Les bons à court terme, 1 an, les bons de 2 ans, les bons de 10 ans, les bons de 30 ans. Mais 1,5 trillion de dollars de ces bons-là sont détenus par les Chinois. 1,5 trillion, en précisé. C'est 1500 billions. 1500 billions. Okay? Ce qui veut dire, soumettez en perspective, l'économie haïtienne, c'est 10 billions. Voilà. OK? Voilà. Ça va 1050 fois? Ou bien ça? Non, mais c'est. Si c'est vous, nous ne pouvons pas. Donc maintenant, il y a un qu'on gagne. Et le fait que la Chine détenue, ça, guerre, ça, conflit, ça qui gagne, ou bien dispute, ça qui gagne, la Chine détenue les bons du trésor américain. Sous bon du trésor, ça, une grande partie du budget américain, c'est intérêt que le payer sous bon du trésor qui le met moun dehors. Ou bien l'argent le prêté dans le même moun. La paye intérêt sous lui. On va partir de Barali. Maintenant, ce qui veut dire, si que la Chine, si compte ça pas réglé, et que Américains ils vont pour écouter qu'il pas qu'à payer dette il pas qu'à payer intérêt valeur bon que la Chine détenue là comme actif la réserve nationale il a chuté. Donc la Chine pas gain intérêt que le problème ça pas résoudre. Voilà. Et les États-Unis de l'autre côté pas gain intérêt que le problème ça pas résoudre parce que si que bon chuté en valeur, ça va être pire pour les États-Unis. Non parce que taux d'intérêt là caillou pour l'augmenter. À ce moment-là, pour augmenter. Ce qui veut dire les deux ont un intérêt fondamental à ce que le statu quo soit maintenu. Voilà. Maintenant, la question, c'est à quel niveau? Voilà. Bon, eh bien, et William, bien content, je dis que nous partions des États-Unis, nous jambons la Chine, et puis nous atterrissons Haïti et Saint-Domingue. Saint-Domingue. Parce que finalement, c'est là que... Non, parce que, bon, tout ça, ça a passé dans le grand pays. Ça a eu toujours des conséquences sur nous-mêmes petits. Absolument. Il faut que nous fassions bien attention, pour essayer d'apprendre mais grand monde qui j'en ai fait bagaille mais ensuite tout pour nous veiller sur nous pour c'est pas nous mêmes qui
mourir dans le film là. Absolument. Mais un dernier bail, capable de dire peut-être qu'en Haïti, nous sommes capables de garder les relations, ça, comment elle a évolué, pour nous qui s'en apprendre de eux, dans les négociations que nous avons fait avec Dominique? Avec nos partenaires commerciaux. Oui. Oui, enfin, les Dominicains sont le principal. Bon, nous avons bien essayé et faut-il geste en interdisant l'entrée du territoire, à ne pas changer si c'est 23 ou 28 produits dominicains. En nombre de produits. Mais c'était une demi-mesure, puisque ça ne s'appliquait que pour la frontière. La frontière terrestre. Si tu es venu par avion et par bateau, bon, enfin. Bon, si elle est venue par avion et par bateau, elle a été forcée au pays douane. Alors, pas terrestre, il y a des magouilles qui fait. Oui, la frontière est très perméable, très poreuse. OK. Eh bien, William, merci beaucoup. C'est bon, Serge. Je crois que j'ai l'impression qu'on a continué et ça, peut-être sur une base hebdomadaire. De temps en temps, on a pour un sujet, et puis on a tirer à les souliers, et toujours en espérant que ça va servir à éclairer nos téléspectateurs. Merci, William Savary, membre fondateur du Haitian Stock Exchange. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.